Je vais vous parler d'Elixir aujourd'hui, particulièrement sur ce sujet-là. Est-ce que, en fait, les développeurs qui partent derrière Elixir juste suivent la mode, ou il y a vraiment quelque chose derrière Elixir? Et donc là, ça va être clairement mon avis personnel. Hein. Mais je dis. Donc, pourquoi Elixir? Donc, d'ailleurs, on va d'abord commencer par mon background, expliquer un peu d'où je viens pour comprendre peut-être mieux pourquoi je crois en Elixir. Et donc voilà. Et donc mon background, c'est à la base, j'ai fait de la maintenance sur une vieille application Java pendant 1 an et demi. Ensuite, j'ai fait plutôt de la création d'applications Ruby. C'est plutôt moi qui a créé le Legacy pendant 1 an et demi. Et ensuite, j'ai maintenu des applications vraiment vieilles en Ruby aussi pendant un peu plus de 3 ans. Donc j'ai eu l'habitude de travailler dans du code vraiment de merde, assez dégueulasse. Non mais, enfin, c'est le plus gros de mon expérience en Ruby. Et donc justement, il y a un tas de choses en fait que j'ai vues en Ruby et qui étaient vraiment super difficiles pour moi en termes de maintenance d'application. Et ce qui fait que j'ai commencé à essayer de chercher des choses pour remplacer, qui pourraient m'aider à remplacer Ruby dans le futur, au moment où je dois maintenir des applications. Donc, qu'est-ce qui ont été les parties un peu difficiles? Il y a cette grosse partie-là, qui est la mutabilité et l'impureté des méthodes, en fait, finalement. Parce que la plupart de nos méthodes en Ruby, elles sont pas justement pures, donc elles peuvent modifier d'autres variables, elles peuvent avoir... C'est des objets qui ont des états qui peuvent être modifiés par nos méthodes. Et en plus de ça, pour essayer de simplifier encore plus les choses, on peut rouvrir des classes à différents endroits et remodifier nos méthodes ailleurs, les remplacer, enfin, ce qui rend les choses encore plus compliquées et qui est encore plus difficile pour suivre le code et essayer de le retrouver. En plus de ça, on peut inclure des modules, donc c'est un peu la même chose, c'est que on sait pas trop si tu le codes. Quand on travaille avec Ruby et avec Rails en particulier, on a tout le système de callback, les before save, after save, etc., qui modifient encore plus de manière vraiment, comment dire, incompréhensible. Voilà, je pense qu'on ne pourra pas trouver mieux. Le code, en fait, finalement, on appelle une fonction et ça fait des choses en plus dont on ne s'attend absolument pas. Et en plus de ça, on a des variables de classe. Ce qui fait que ça aussi, on peut avoir des comportements assez sympas, où j'ai eu des problèmes pour la maintenance. À base, j'appelle une fonction, ça marche. Dans un web server ou un truc comme ça, il y a une variable de classe qui est modifiée par une autre requête web. On appelle la même fonction pour l'autre requête web, on n'a pas les mêmes résultats. Enfin, on s'arrache les cheveux pendant 1000 ans. Donc ça, c'était un de mes gros problèmes en Ruby, c'était justement cette partie mutabilité, impureté, en termes de maintenance. Ensuite, on va parler un peu de la concurrence aussi, en se disant, Ruby c'est bien, mais c'est un peu lent quand même, mais qu'importe, même si c'était plus rapide, on aurait toujours le problème d'on veut parler avec des API externes. Enfin, c'est un cas qu'on a habituellement, on doit faire des appels à 2, 3, 4 API, attendre les résultats et faire quelque chose. Et ça, en Ruby, créer tous des threads à côté pour appeler ces API-là, attendre les résultats, etc., c'est quand même pas ce qu'il y a de plus facile à faire et de plus safe, entre guillemets. Après, ce qu'on fait souvent en Ruby, c'est qu'on met des trucs dans REST-queue, enfin dans une queue, en fait, pour faire des choses en background. Sauf que le problème, c'est qu'on peut pas voir le résultat de cette queue. Enfin, c'est compliqué pour avoir le résultat. Ce qui fait que c'est super compliqué en fait de réussir à avoir de la concurrence et de faire plusieurs choses en même temps dans une action en Ruby. Ensuite, dans les autres parties qui m'ont un peu posé problème, là, c'est plutôt la partie réellement Rails, c'est son ORM, c'est Active Record. Enfin, parce que Active Record, son gros problème, c'est que il nous lie quand même fortement la partie base de données et la partie un peu business de ton objet, et ce qui fait que, en plus, ça te fait embarquer ta base de données partout dans ton application. Et de manière, en fait, tu le vois pas, c'est un peu caché, quoi. Tu fais, par exemple, user.orders, t'as toutes ces orders, mais à ce moment-là, il a fait une requête en DB, quoi. Enfin, tu sais pas d'où elle vient, celle-là. Et, ce qui fait qu'en fait, c'est super compliqué parce que tes queries en DB, elles viennent de partout, elles peuvent même venir jusqu'à ton template, là, à l'endroit où tu fais ton hitch, finalement. Et, c'est super compliqué de devoir maintenir ça et c'est de voir un peu où sont les problèmes de performance. Et, alors que j'aimerais bien un endroit clair où je lui dis, voilà, je veux ça et tu me joins en plus mes orders, je les récupère tout de suite. Sauf que, en Ruby, tu peux le faire. Enfin, avec Rails, tu peux le faire, mais la plupart du temps, c'est pas fait. Et ce qui fait qu'à maintenir, après, c'est super compliqué. Et justement,
comme ces queries en DB, elles arrivent un peu n'importe où dans l'application, la plupart des développeurs, en fait, on est obligé de créer des vrais modèles en DB pour écrire nos tests, plutôt qu'avoir juste de la data et de builder des objets, entre guillemets. On est vraiment obligé d'avoir des objets en DB, ce qui fait qu'en fait, on a du mal à paralléliser nos tests sont lents, enfin, c'est un peu compliqué, quoi. Donc c'est un peu les gros problèmes que j'avais eu de maintenance, c'est les gros topics, on va dire. Et donc ce qui fait qu'il y a quelques années, je m'étais intéressé en me disant, qu'est-ce que je peux essayer de trouver comme mode techno qui serait bien pour, en me disant, dans l'avenir, etc., essayer de focaliser sur cette techno-là, en me disant, même s'il faut maintenir des applications, ce sera potentiellement plus simple à maintenir. À la base, je m'étais dit, tout le monde me parle de Go, c'était il y a quelques années, hein. Tout le monde me parle de Go, alors je me suis dit, faut regarder Go. Et c'était super bien pour la concurrence, la rapidité, tout ça, ça avait l'air cool. Par contre, quand j'ai vu du code, j'ai un peu pleuré, parce que je le trouve vraiment pas clair. Pour le coup, le code, enfin, comparé à du code Ruby, qui est quand même, je trouve, super explicite, le code sur Go, je le trouvais vraiment pas clair. J'avais l'impression de devoir recoder toujours les mêmes choses, parce que au niveau générique, c'est ça, il y avait pas vraiment. Je sais pas s'il y a maintenant. Non, toujours pas. Donc c'est toujours le même problème. Donc en gros, j'étais pas du tout convaincu. En plus de ça, le problème que j'avais un peu avec la communauté, enfin avec les gens qui allaient sur Go, c'est que Go c'est rapide, ce qui fait que les gens ils étaient encore plus dans cet état d'esprit de c'est rapide et cherchaient la micro-optimisation partout, plutôt que la clarté du code en fait. Ce qui fait que ça rendait les choses encore plus compliquées à comprendre et à lire. Ce qui fait que celle-là, j'étais pas vraiment convaincu. J'en avais essayé 2-3 autres où j'étais pas vraiment non plus convaincu. Ensuite, j'avais découvert Erlang. Donc là, je me suis dit, cool, il y a de la concurrence, c'est plutôt pas mal. C'est quand même assez rapide. En plus, grosso modo, c'est immutable, ça répond à un de mes besoins, qui était de dire, je sais où on modifie la donnée, comment ça se comporte, et je peux facilement comprendre ce qui se passe avec ma donnée. Par contre, la syntaxe, j'ai eu un peu de mal, on va dire. J'ai commencé à essayer de lire un peu de documentation, un peu de bouquins et tout, et franchement, la syntaxe, j'arrivais pas, quoi. J'avais vraiment un gros blocage, j'avais du mal à comprendre. Et le problème d'Erlang, c'est que ça venait avec plein de concepts dont j'avais pas l'habitude, quoi, avec les acteurs. Et justement, eux, ils mettent un gros focus sur ce qu'ils appellent OTP, qui est une librairie au-dessus d'Erlang. Et toute cette partie-là, en fait, j'étais vraiment dépassé, j'avais du mal à comprendre. Mais je comprenais qu'il y avait un vrai intérêt dessus, quoi. Donc bon, c'est tout. J'avais vu ensuite qu'il y avait Elixir qui commençait à démarrer à ce moment-là. Mais pour le coup, j'avais pas trop compris l'intérêt d'Elixir. Pour moi, c'était un genre de CoffeeScript qui faisait juste changer la syntaxe d'Erlang et puis on n'en parle plus, quoi. Donc ça avait un peu les mêmes caractéristiques. Par contre, c'était super jeune, ce qui fait que j'avais pas trop confiance de me mettre dessus non plus. Ne comprenant pas trop ce que c'était, que ce soit jeune, ça me faisait peur. Mais bon, j'étais convaincu que ça pouvait potentiellement fonctionner. Et en fait, je m'y suis réintéressé, disons, il y a un an et demi. Il y a un an où je m'y suis vraiment mis, et un an et demi que j'ai commencé à regarder. Et là, il y a eu beaucoup plus de documentation qui ont été écrites entre deux, et j'ai commencé à beaucoup plus comprendre ce qu'était Elixir. Et donc, on va parler de ça un peu après. Donc d'abord, je voudrais vous parler d'Erlang, qu'on comprenne un peu ce que c'est qu'Erlang. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec Erlang ici. Plus ou moins, quand même. Donc Erlang, c'est plus ou moins un vieux langage quand même, ce qui a été créé en 86, ça fait quand même quelques années, par Ericsson, tout ça. Le but, c'était vraiment de se dire, on veut essayer d'améliorer la création d'applications pour les switches téléphoniques. Et donc, ils ont essayé de se dire, qu'est-ce qui est important sur les switches téléphoniques, quoi. Grosso modo, c'est qu'on puisse appeler déjà, que ça tombe pas, donc que ce soit fortement concurrent, parce qu'on est quand même un peu tous à appeler. Il faut que ça marche un peu partout, que ce soit bien distribué partout. Il faut que ce soit tolérant à la faute, que s'il y a un problème, ça puisse reprendre par lui-même. Enfin, c'est tout des grosses problématiques. Et quand on y réfléchit, c'est quand même pas mal les problématiques qu'on a avec le web, en fait. Donc, je me disais que ça pouvait être quand même plutôt intéressant. Donc, en Erlang, là, c'est un petit bout de code Erlang vraiment tout petit, factoriel, pas du tout optimisé. Et donc, je sais pas si vous le voyez plus ou moins d'ici. En gros, là, c'était surtout pour mettre en avant un peu le pattern matching. On a une factorielle de 0 qui renvoie 1, une factorielle qui prend n'importe quoi tant que n est supérieur à 0 et que c'est un integer. Dans ce cas-là, il fait le n plus factorielle de n-1. Donc, on a la récursivité, on a bien du pattern matching. Et là, j'ai pas mis d'exemple, mais c'est immutable. Donc, c'est cool. On avait la partie fonctionnelle et immutabilité qui m'intéressait.
Et on avait aussi une partie pattern matching qui pouvait aussi être intéressante pour justement, en Ruby, on avait aussi pas mal de fonctions de temps en temps qu'on voulait un peu réutilisables, etc. On voyait pas mal de if, else if, enfin ce genre de choses-là dans les fonctions. Et grâce au pattern matching, en pattern matchant sur le type de nos structures, etc., on pouvait avoir des fonctions un peu séparées et bien claires qui faisaient qu'une chose. Donc je trouvais ça plutôt assez élégant. Sur la partie Erlang, on a aussi la concurrence. Et en fait, c'est le modèle acteur, quoi. Mais c'est juste qu'à l'époque, quand ils l'ont créé, ils disaient ne pas connaître ce modèle-là, ce qui fait qu'ils l'ont créé par eux-mêmes, qu'ils ont appelé process. Mais clairement, c'est les acteurs. Donc en gros, un process a un état. On peut lui envoyer des messages. Il peut répondre à des messages. Et pour appeler un process, il faut le connaître, quoi. Donc il faut qu'il ait un ID, enfin un PID, ou qu'il ait un petit nom et qu'on puisse l'appeler. Et ensuite, le gros intérêt d'Erlang, parce que par rapport à ça, c'est des trucs qu'on peut retrouver dans pas mal de langages, c'est qu'il est aussi, un des intérêts, c'est aussi qu'il est distribué. C'est qu'en fait, dès qu'on démarre un serveur Erlang, on en démarre un, on en démarre un deuxième, c'est très bien. Et en fait, pour qu'il devienne un cluster et un node, en fait, il y a juste à en connecter un. Là, il fait la liaison entre les deux, ils se connaissent, c'est super bien. Tu en démarres un qui se connecte à l'un d'eux, ils se connaissent ensemble. Enfin, ça marche super bien dès que tu veux démarrer que tu veux monter en mode distribué, démarrer des nouveaux serveurs. Donc ça paraissait assez intéressant. Et la deuxième partie qui était super intéressante, c'est celle-ci, qui se dit qu'en fait, si tu veux passer un message, tu le passes tant que tu connais son nom, en fait, tu peux le passer, et c'est transparent, que ce soit sur le même node que le tien, ou que ce soit sur un node, sur une autre machine, c'est la même chose, quoi, c'est transparent. Si tu lui dis, vas-y, fais-moi ça, il le fera. Même si ça doit passer à travers tout le réseau. Donc ça, c'était intéressant, et surtout, la partie très intéressante pour Erlang, pour moi, c'était le supervision tree. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Grosso modo, c'est la partie réellement qui fait la tolérance à la faute. C'est de se dire, on a un superviseur qui va superviser des workers. Qu'est-ce que c'est des workers? Un worker, c'est un acteur. Un acteur, donc, il fait juste son petit travail, il fait son... Et en fait, le superviseur vient se placer au-dessus, et en fait, moniteur un peu ton acteur. Si ton acteur décède, enfin, qu'il y a un problème, quoi, le superviseur essaye de trouver quoi faire, et il a une stratégie de redémarrage. Soit il redémarre tous les workers avec lesquels il travaillait, soit il redémarre celui qui est mort. Enfin, il y a plein de stratégies différentes de ce que tu peux faire. Et en fait, c'est un arbre, donc tu peux superviser des superviseurs. Et ce qui fait que tu dois réfléchir à toute ton application de cette manière-là, de superviser. Ce qui fait que c'est très très différent de ce qu'on fait habituellement et de ce qu'on a l'habitude de voir dans les autres langages. Et c'est à partir de ce moment-là que j'étais totalement perdu au début quand je regardais sur la partie Erlang, en fait. Donc voilà, donc là c'était un exemple de supervision tree où on voit qu'on a un superviseur avec un autre superviseur qui supervise que lui, là superviseur supervise deux autres superviseurs qui supervisent lui et lui. Et par exemple, si celui-là décède, on pourrait avoir une stratégie ici qui dit bon, on les redémarre tous, enfin, et c'est vraiment par superviseur tes stratégies. Donc c'est juste un exemple très rapide. Donc, si ça paraît aussi bien, pourquoi c'est aussi confidentiel, quoi? Pourquoi personne n'allait dessus? Là, c'est vraiment un avis personnel, mais pour moi, c'est vraiment parce qu'il y a une grosse difficulté d'apprentissage, parce que, comme on l'a vu, c'est totalement différent de ce qu'on a l'habitude de faire dans le web. Enfin, la manière d'architecturer les applications est totalement différente. La documentation, elle est quand même super légère et super compliquée à comprendre. Enfin, je sais que j'étais un peu bloqué avec ça. La communauté, elle est assez compliquée enfin, tu peux les contacter, mais ils sont souvent plus sur des problèmes assez compliqués. Quand t'es en mode vraiment débutant, c'est pas forcément évident. Ils communiquent pas beaucoup enfin, j'ai pas vu beaucoup de communication sur Erlang et ils sont un peu discrets, on n'entend pas beaucoup parler. Et la syntaxe, elle est vraiment différente de tout ce que on a l'habitude de voir quand on vient de Java, Ruby, etc. Ce qui fait que, pour moi, c'est un peu le gros problème et pourquoi ça a pas vraiment beaucoup pris. Et ensuite, est venu, disons, entre guillemets, Elixir. Donc Elixir, c'était créé en 2012 par José Valim. Donc José Valim, c'est un mec qui est super important dans la communauté Ruby, qui a fait beaucoup de choses dans la partie Rails. En fait, pourquoi il a créé ce langage-là? En fait, à l'époque, il était en train de travailler sur les performances de Ruby on Rails. Et en fait, il y avait des difficultés quand même. C'était pas facile.
Et il a commencé à regarder un peu ce qui se passait ailleurs. Et en fait, à force de regarder un peu ce qui se passait ailleurs, il a découvert Erlang, a commencé à s'y mettre un peu, et a vraiment bien aimé, et en a fait de plus en plus, en fait. Et ce qui fait que, quand il a bien compris comment marchait Erlang, qu'il a vraiment bien aimé Erlang, il s'est dit, c'est super, par contre, il y a quand même des trucs qui me manquent sur Ruby, et qui me manquent sur d'autres langages que j'ai fait. Donc il voulait, puisque Erlang, en fait, c'est un peu comme Java, il y a Java qui est un langage, et ça tourne sur une machine virtuelle. Voilà, c'est pareil. Erlang, c'est un langage, mais ça tourne sur une machine virtuelle. Et ce qui fait qu'il s'est dit, bah, c'est cool, je vais faire un nouveau langage sur la même VM, qu'il a appelé Elixir. Donc, il y avait plusieurs buts. Effectivement, un problème un peu de construction sur le langage, etc. Ensuite, il voulait mettre surtout le focus sur les outils. Parce qu'à un moment, en fait, on veut quand même être productif. Quand on vient de Ruby, etc., on a l'habitude de rec, de bundle, qui marche quand même super bien. Et il voulait un outil qui marche bien, qui marche super bien, qu'on puisse commencer à nouveau coller super facilement. À l'époque, sur Erlang, tu avais Rebar, je sais pas trop comment le prononcer, mais qu'importe. Et pour le coup, le peu que j'ai pu jouer avec, franchement, c'était un peu compliqué. Et ensuite, il voulait aussi de la documentation qui soit super accessible, qui soit accessible par tout le monde, que ce soit en tant que débutant, en venant de langages qui ne soient pas forcément fonctionnels, qu'on puisse y comprendre. Donc en fait, quand il a commencé à travailler sur la techno, il a en même temps travaillé sur les bouquins. Et ce qui fait que quand la techno est arrivée à un niveau 1.0, il y a 2 bouquins qui sont sortis en même temps qui expliquaient comment le langage était construit via les macros, etc. Comment utiliser le langage, comment faire la transition vers un monde un peu plus objet, etc. Enfin, des bouquins vraiment intéressants qui permettaient de faire le switch depuis une autre techno vers Elixir. Donc voilà, donc ce que je disais là, en fait, je pense que je l'ai déjà expliqué plus ou moins, c'est qu'en fait Elixir travaille sur la machine virtuelle d'Erlang, ce qui fait qu'en gros, c'est accès à tout ce qu'il y a sur la VM, donc, et ça peut avoir une interopérabilité complète avec Erlang. C'est-à-dire que les paquets Erlang, on peut les réutiliser en Elixir sans problème. Et comme c'est le même paradigme, au final, contrairement au fait, enfin, je vais prendre un exemple de Scala qui utilise pas beaucoup les paquets de Java, même si ça tourne sur la même JVM, parce que bah, ah ouais? Ouais, d'accord. Dès que c'est pas écrit en Scala, tu te fais pas chier, tu utilises des limites, tu fais un petit binding entre deux pour le rendre un peu plus fonctionnel et voilà. D'accord. Parce que. Comme c'est l'assembleur. C'est pas une ligne et ça marche. Ouais, ça me pareil, ouais. Parce que j'ai pris l'exemple de Scala, je vais peut-être prendre celui de Clojure qui tourne sur la JVM aussi, parce que celui-là, je suis sûr, ils utilisent quasiment pas Java, en fait, pour le coup. Ils réécrivent tout, parce que, bah, Java, c'est fait en mode réellement objet, un peu, enfin, c'est vraiment pas dans la même idée d'esprit, etc. Donc, bah, ils sont obligés de réécrire tous les paquets. Ils ont toute la puissance de la JVM, c'est cool, mais ils peuvent pas réutiliser les paquets de Java. Enfin, ils peuvent pas, ils font pas. Pour le coup, là, avec Erlang, comme c'est le même paradigme, on peut réutiliser tous les paquets d'Erlang sans problème. Et ensuite, bah, forcément, comme je disais, comme c'est sur la même VM, on a accès pour rien du tout aux acteurs, aux superviseurs, à tout ça. Donc, ok. Ensuite, la deuxième partie, ça a été la syntaxe. Enfin, pour moi, cette syntaxe-là, elle me paraissait plus claire que l'autre, parce que j'ai l'habitude de travailler peut-être parce que j'ai l'habitude de Ruby plus qu'autre chose, hein. Mais effectivement, c'est une syntaxe qui me parle le plus, avec des def, avec des définitions de fonctions, avec des DFP pour les définitions de fonctions privées, plutôt que de devoir mettre mes fonctions publiques, exporter mes fonctions publiques, enfin. C'est tout un tas de petites choses qui font que, bah, physiquement, ça ressemble plus à ce qu'on a l'habitude de voir en tant que dev Ruby ou orienté objet, quoi. Ce qui fait que, bah, la syntaxe, voilà, elle ressemble à ça. Pour moi, elle est plus conventionnelle, quoi. Ça ressemble à Erlang, mais ça ressemble à Erlang. Ouais, c'est un peu entre les deux. Et ensuite, en termes de features, qu'est-ce que ça apporte Elixir en plus d'Erlang, pour le coup? Bon, en fait, ça apporte des vrais macros. En gros, un peu comme Lisp. C'est de faire un peu de la méta où tu peux modifier l'AST, en fait, de ton code. C'est-à-dire, un exemple simple où ils utilisent des macros, par exemple, dans le source d'Elixir, c'est le logger. Dans ta configuration, tu dis que tu mets un logger avec un niveau de log, par exemple, on va dire, où tu fais du info pour la production, on va dire. Et partout, tu as du code en logger.debug. Quand tu es en dev, ça marche bien, c'est cool. Par contre, quand tu es en production, elles servent à rien, ces lignes-là. La plupart des langages, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ta méthode de debug, enfin, logger.debug, il va juste te faire un if qui dit, bah, si mon niveau de log, il est supérieur à machin, je l'affiche pas, quoi. Très bien. Là, en fait, grâce au macro,
bah là en fait il skip totalement le code, il est même pas exécuté du tout, il n'existe pas, il n'y a pas de if, il est même pas dans ton code compilé à la fin en fait. Parce que bah ça sert à rien. Là c'est vraiment la partie plus loin que tu peux aller avec les macros, mais ça peut aller vraiment très loin. Et en fait tout le langage, toutes les syntaxes que tu vois ici, c'est quasiment, enfin non, c'est que de la macro quoi. Les def modules, les def, tout ça, les if, tout ça c'est des macros en fait. Et donc, ensuite, ils ont ajouté aussi un système de protocole qui est en fait comme des interfaces. C'est que tu dis, bah voilà, j'ai un protocole, par exemple, enumerable. Et en fait, tu peux créer un module qui implémente ce protocole-là. Et en fait, tu pourras appeler tout ce qui est sur toute fonction qui prend un enumerable, et puis ça marchera. Un exemple où c'est super pratique, c'était là, la dernière fois, j'avais dû travailler avec des emails. Et en fait, la lib d'email, en fait, doit te formater ton email, donc un nom, un email. Hein. Très bien. Sauf que pour faire ça, il peut pas savoir, quand tu lui passes une structure, que ce soit une personne, que ce soit un user, ce que tu veux, où trouver le nom, où trouver l'email. Ce qui fait que ce serait à toi de formater à chaque fois pour lui donner la valeur formatée qui va bien. Et en fait, avec ce système de protocole, c'est assez pratique parce qu'ils ont un protocole de formatting d'email. Et ce qui fait que toi, tu t'implémentes ce protocole de formatage d'email pour ta structure particulière, pour ta structure user, et tu lui dis bah voilà, ça me retournera ce tuple-là qui contient un nom, un email, et lui après il fait ce qu'il veut, donc tu peux l'implémenter pour n'importe quoi. Ça rend ton code qui est vachement plus simple à lire parce que tu passes une structure plutôt qu'avoir à formater les choses par toi-même, etc. Donc c'est plutôt cool. Ensuite il y a les doc tests. Les doc tests c'est plutôt cool. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait du Python. C'est la même chose. C'est qu'en fait t'écris dans ta documentation des exemples de code. Et ces exemples de code, ils sont exécutés pendant tes tests. Ce qui fait que tu es sûr d'avoir ta documentation qui est toujours à jour en termes de code. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que un des problèmes dont je parlais avec Erlang, c'était justement que je trouvais la documentation pas top, surtout sur la partie package, etc. Utiliser, je trouvais pas ça top. Que moi, avec ça, en fait, ça pousse la communauté à écrire plus de doc parce que déjà, ils savent que leur documentation restera à jour, en fait. Ensuite, ils ont ajouté Mix. C'est un des premiers projets qui sont vraiment, qui arrivait avec Elixir, qui était vachement bien. C'est un équivalent d'une bundle et de rec, quoi. C'est comme rec, c'est vraiment tu peux lancer tes tâches, mais en fait, il est utilisé pour tout. Grosso modo, tu veux créer un projet, c'est un mix new. Tu veux installer quelque chose, mix dépendance get, quoi. Tu fais tout via Mix et ça te fait une seule interface qui est super claire et tout passe par là. Et ce qui fait qu'en termes de nouveaux développeurs, c'est super simple parce que le seul truc que tu as à savoir, c'est Mix help, tu as tous tes tasks et c'est assez facile, quoi. Et ensuite, le gros avantage aussi, c'est les ressources parce qu'il y a beaucoup de documentation, beaucoup de starter guide. Pour commencer, c'est quand même vachement bien, qui t'explique comment est fait le langage et comment l'utiliser. Et il y a pas mal de bouquins, il y en a encore pas mal qui sont là en cours d'écriture. Une question. Ouais. Sur Mix, c'est du code que tes tasks, tes descriptions de tasks, c'est du code ou c'est quoi? Tes descriptions de tasks? Ouais, c'est un truc de build en fait, Mix. Ouais. Et tu peux déclarer tes dépendances et tout. Et c'est du code dedans ou c'est du... En fait, Mix, non, ouais. Tes dépendances, en fait, elles sont dans un Mix file, c'est dans la description de ton application. Tu décris ton application, donc tu lui décris comment elle va se comporter, tu lui décris tes dépendances, tu lui décris plein de choses dedans, en fait. Et tu lui décris, donc tes dépendances, mais Mix, c'est vraiment juste l'outil qui lui permet de lancer des tasks. C'est pas que pour les dépendances, quoi. Par exemple, si tu veux lancer tes migrations, si tu veux installer des choses, C'est comme Make, en fait. Ouais, c'est comme Make. Avec un syntaxe un peu plus lourd. On peut voir, un peu plus clair aussi. Donc voilà, c'est un peu ce que rajoute Elixir. Et donc, pourquoi les gens utilisent ça plutôt qu'Erlang? Parce que ça a la puissance de la VM d'Erlang, donc c'est toujours aussi bien qu'Erlang. Pour beaucoup de devs, c'est vachement plus simple à appréhender en termes de syntaxe. Comme je disais, la courbe d'apprentissage est vachement plus facile parce qu'en fait, il y a de la bonne documentation, il y a plein de paquets, il y a plein de choses vachement simples en fait pour pouvoir commencer à t'y mettre et avoir des vrais résultats.
Et t'as pas mal de bouquins. Et en fait, pareil, la communauté est très orientée web, donc ce qui fait qu'on voit beaucoup de gens qui font du web quand même, qui se dirigent vers ça plus que d'autres personnes venant d'autres choses, quoi, je pense. Enfin, je pense qu'elle est vraiment orientée web. Et il y a beaucoup de communication, contrairement à ce enfin maintenant on entend de plus en plus parler quand même d'Erlang, mais pour le coup il y a beaucoup de communication, beaucoup de blog posts. Ils sont là dans plein de conférences, que ce soit les conférences Ruby ou d'autres conférences fonctionnelles, ils sont là un peu partout pour parler d'Elixir. Il y a les bouquins, et la communauté elle est vraiment cool parce que ils sont sur IRC. José Valim il est sur IRC, il répond à mort en fait. Il est souvent là dispo pour répondre aux questions. Sur Slack, il y a le créateur d'un truc dont on va parler juste après, qui est Phoenix, qui est le framework web que beaucoup de personnes faisant du Elixir utilisent. Il est sur Slack, il répond aussi beaucoup aux questions. Le mec qui, en fait, on n'a pas parlé de ça, mais tous les packages sont stockés sur, pour ceux qui ont fait du Ruby avec RubyGems, là ça s'appelle x.pm. Le mainteneur de ça, il est là aussi. Enfin, les mecs sont tous là, ils discutent vraiment, ils sont beaucoup à dispo. Donc voilà. Et donc, comme je disais, Elixir est beaucoup utilisé pour le web. Et en fait, on voit qu'il y a un framework qui a vraiment pris le lead sur tout ça, qui est Phoenix. Et je pense que c'est ça aussi qui aide beaucoup les gens à faire un switch vers Elixir. Parce que si tu dois switcher vers Erlang, t'as pas vraiment, enfin j'en connais pas vraiment, un framework qui fait vraiment tout le café comme peut le faire Phoenix et te ramener une bonne structure pour faire une application qui soit assez bien architecturée et tout en restant dans la philosophie de la VM Erlang, quoi. Est-ce que tu connaissais le framework Erlang Standard Backend? Non. C'est vraiment génial. Et il fait la même chose que Phoenix, c'est bien, mais c'est vraiment exceptionnel. Je vais pas essayer. Mais c'est maintenu par Danaki, c'est vraiment trop cool. Il y a 4 mots sur GitHub. Ah bah alors là. Ouais, donc voilà. Donc quelles sont les promesses de Phoenix à la base? C'est que ce soit un framework qui soit orienté web, donc qui te fournit un peu comme ce que tu peux avoir sur Rails avec tes modèles, avec tes contrôleurs, les trucs que tu as un peu l'habitude de voir, mais qui sont super bien découpés. Et en fait, tout est vraiment pluggable, entre guillemets. C'est que tu as le framework web, tu as une librairie qui te permet vraiment de faire la partie storage en base de données, etc., qui s'appelle Ecto, qui pour le coup, te découpe vraiment la partie je fais des requêtes et j'ai ma partie business de, entre guillemets, mon modèle, enfin, qui découpe vraiment les choses. Ils ont un système un peu le même principe qu'on pouvait avoir avec Ruby en termes de middleware, mais pour le coup, il est comme ça reste fonctionnel, c'est vachement plus simple parce que, un middleware, c'est juste tu prends l'input, tu ressors de l'output et rien d'autre. Et ce qui fait que finalement tu arrives à des trucs qui sont super facilement pluggables les uns avec les autres. Et ensuite, ils ont rajouté un autre truc qui s'appelle les channels. Et en fait, les channels, c'est plutôt pas mal. C'est grosso modo, c'est un channel de communication. Donc tu peux l'avoir par exemple pour la partie web, où tu as ton application JS qui serait connectée via un WebSocket, et donc tu as juste ton tunnel de connexion et tu discutes. C'est intégré directement dedans. Mais ça peut aussi bien marcher avec n'importe quel type de channel. Donc par exemple, si tu as une application iOS et que tu veux faire un channel via ton application iOS plutôt que faire plein de requêtes JSON, etc., ça marche aussi, quoi. Enfin, c'est vraiment une manière abstraite de faire des channels avec des détails d'implémentation qui marchent aussi bien pour JS, iOS, tout ça. Donc ça, c'est le framework qui vient avec. Donc voilà, donc ma conclusion, c'était juste de me dire que pourquoi Elixir, on était un peu convaincu. C'est parce que c'est une technologie qui était créée à la base pour résoudre les problèmes qu'on a maintenant avec le web, qui est la concurrence, qui est la tolérance à la faute, d'avoir une syntaxe qui est quand même facile, mais en même temps qui s'appuie sur une technologie qui a été prouvée depuis des années via Erlang avec la téléphonie, avec WhatsApp, enfin tous ces trucs-là, ça marche, quoi. Et donc pour le coup, c'est juste une syntaxe qui est quand même un peu plus simple au-dessus de cette techno-là, qu'il ajoute des features qui sont quand même super intéressantes, celles dont je parlais des protocoles et des macros, qui sont quand même, enfin les macros tu n'utilises pas dans ta vie de tous les jours généralement parce que c'est quand même pas ce qu'il y a de plus maintenable comme code, mais pour des librairies, etc., c'est super bien. Et ensuite, ce qui est super bien, c'est que c'est une interopérabilité complète avec Erlang, LFE. LFE, c'est un Erlang avec la syntaxe Lisp.
Bon, je sais pas s'il y a grand monde qui joue avec ça, mais ça marche aussi bien avec ça, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème. Donc voilà pourquoi j'étais vraiment convaincu d'Elixir, que je me suis dit vraiment ça avait l'air de pouvoir répondre à tous mes besoins en termes de maintenance d'application pour un peu le futur, surtout sur la partie mutabilité et concurrence. Et puis et donc c'est pour ça que je vais commencer à m'intéresser à cette techno-là. Voilà, ça fait pas. Il y a des questions? Il y a un truc que je reproche, enfin, on peut reprocher plein de choses à lui, mais il y a un truc qu'on ne reproche pas, moi aujourd'hui en tout cas je ne reproche pas, c'est la maturité du langage et du framework. Il y a un tas d'outils qui nous permettent de calculer de tester le code, de calculer plein de valeurs hyper intéressantes, qui font de ce langage et ce framework quelque chose de production ready, en tout cas de ce que je qualifie de production ready. À ton sens, c'est toi qui as fait plein de Ruby, à quel point est-ce que Elixir et Phoenix sont production ready par rapport à un Ruby on Rails qui a besoin de rassurer les grands comptes, ou des agences, ou même des startups? Pour moi, quand on vend le Elixir, c'est pas Elixir que tu vends, je pense que c'est plus la plateforme d'Erlang et la machine virtuelle d'Erlang que tu vends plus que Elixir, puisque comme c'est un peu qu'une syntaxe. Et ce qui fait que tu peux te baser pour moi sur toute cette partie Erlang et prouver qu'Erlang, c'est quand même super stable parce que ça existe quand même depuis 85 et que ça marche, quoi. Enfin 86 et que ça marche vraiment. Enfin, depuis quand t'as eu un problème avec ton téléphone ou avec WhatsApp, t'en as pas, quoi. Donc on sait que c'est production ready, quoi, ça marche. Après c'est juste la syntaxe qui diffère. Pour la partie outils dont tu parlais, effectivement pour la partie test, effectivement t'as un genre de RSpec mais personne n'utilise vraiment. T'as un truc de test unitaire qui marche super bien, pour le coup, qui est même en termes de développeur, c'est même vachement plus simple parce que les messages d'erreur qui te mettent en retour, ils sont super clairs. Parce qu'en fait, il sait faire vraiment des vrais diffs, il sait faire vraiment la différence entre tes deux valeurs, parce que justement, avec ces histoires de macros, etc., il peut vraiment faire des choses intelligentes. Et ce qui fait qu'en termes de développeur, les erreurs que tu as en termes de tests, ils sont vachement plus clairs en fait. Donc ça, moi, je sais qu'en termes de tests, en tout cas, j'ai moins de problèmes, mais après, c'est des petites applications par rapport à ce que j'ai pu travailler, donc ça, je pourrais que le savoir quand j'aurai des plus grosses applications, je pourrais te répondre que sincèrement à ce moment-là. Et pour les outils, après, en termes de CI, ils marchent tous, quoi. Travis, CircleCI, tout ça, ils passent tous. Ensuite, tu as des outils qui marchent bien à la Rubocop, que tu prennes Dogma, ou je sais plus ce que sont les autres, en général, Credo, voilà. Nous, on utilise Dogma, mais qu'importe. Tu as ces trucs-là qui ont un style guide, et ça te permet d'être sûr que tous tes devs suivent le même style guide. Donc, pareil, en termes de qualité de code, t'es un peu sûr de ça. Et après, les seuls trucs que t'as pas, c'est les trucs de couverture de code, tout ça, ça marche pas trop. Les trucs de qualité de code, un peu comme tu peux l'avoir à code Climate, pour l'instant, ça marche pas avec ça. Vas-y, chacun son point. Alors moi, je ne fais pas du tout de Ruby on Rails. J'ai fait beaucoup de Ruby, par contre. Alors, à l'époque, j'ai voulu mettre Ruby on Rails, on a fait 5 mots politique, puis il y avait plein d'argent qui m'ont complètement cool. J'ai été face à un truc j'ai été face à deux choses qui étaient absolument infames. Donc la première, c'était Active Records, et là, apparemment, avec Toast, on met une réponse admirable. Et la deuxième, c'était convention hors configuration. Et là, je pense qu'il y a plein de gens ici dans la pièce qui pourront dire, nous, on a pu bosser avec ça, on a déjà de la sorte. Je suis entièrement d'accord. Concept bon, c'est génial, mais si on ne connaît pas la convention, c'est de la merde. Comme il faut bloquer dans l'anglais, je propose quand même plein de choses magiques. Moi, j'aime beaucoup la métaprogrammation, mais il faut anormaliser, c'est super compliqué. Est-ce que Elixir, qui de mon point de vue, Elixir et Phoenix, qui une réponse admirable à Erlang, parce qu'il arrive à transformer la syntaxe d'Erlang en s'inspirant de Rhea, et donc ne pas tomber dans les erreurs d'implémentation d'Erlang, mais est-ce qu'au niveau des frameworks, on tombe dans les mêmes problèmes qu'on aurait pu avoir avec, alors je le dis, j'essaie de faire du web avec le jour, c'est vraiment de la merde. Est-ce que Phoenix, ça pose le même problème de faire de la métaprogrammation? Non, il y a beaucoup de métaprogrammation, entre guillemets, enfin, il n'y a pas tant de métaprogrammation que ça, tu as un petit DSL, mais pas tant que ça va. Pour la partie convention, genre configuration, ça tu l'as pas, tout est configurable pour le coup.
Parce que non, mais vraiment tout est configurable, quoi. Là, par exemple, ils prennent des défauts forcément, tu vois, mais c'est dans la configuration, tu peux modifier ta configuration, il n'y a pas de problème, quoi. Et par exemple, un truc à la con sur Rails, c'est les noms de fichiers, les noms de tes classes qui sont dedans. Enfin, ça peut être vite un peu chiant, quoi. Enfin, ça et puis les folders qui vont avec. Et là, pour le coup, ils s'en tapent. Enfin, ton nom de fichier, tes folders, il y en a rien à foutre. C'est vraiment, il prend le code qui est à l'intérieur, il compile ça, il utilise le code qui est à l'intérieur, point barre, quoi. Et pareil, au niveau, on a vu le problème justement, je pense, il y a 1 ou 2 jours, on avait voulu avoir un nom de projet, enfin, qui est des majuscules à certains endroits. Par contre, quand c'était en minuscule, on trouvait ça moche, le underscore en plein milieu. Non, mais c'est con, hein. C'est une vraie problématique. Mais ce qui fait que tu vois, sur Rails, tu peux pas le faire pour tout. Parce qu'en fait, enfin, si, mais faut jouer avec les inflections, etc. Enfin, c'est un peu un truc chelou pour avoir tes classes, tu dois changer des inflections, tu vois. Enfin, changer des translations, enfin, un truc qui t'utilise pour les translations enfin, c'est un peu chelou. Et là, pour le coup, bah, c'est juste une config, quoi. Tu dis à l'endroit, bah non, mon nom d'app c'est ça, et puis après, ça marche, quoi. Donc, non, il y a vraiment, pas de convention dans leur configuration, quoi. J'ai une deuxième question, peut-être que le script d'abord peut te poser cette question encore. Du coup, j'ai posé 2 fois la même question, je vais la reposer une 3e fois de manière différente. Tu nous as expliqué qu'en gros, ça faisait 5 ans que tu avais fait du Java pendant 1 an et demi, je crois, 1 an. 1 an et demi, ouais. Tu as fait du Ruby pendant 4 ans et demi, plus ou moins. Ouais, 5 ans, ouais. Ouais, c'est ça. Et l'impression de journée, parce que je suis plus développeur et je m'excuse pour tout le monde depuis le parler en tant que novice. Il a évolué. Si. De la manière dont je vois le passage de la programmation impérative à la programmation fonctionnelle, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se passe un peu comme un pèlerin qui d'un seul coup se dit vas-y, je vais changer de direction, je vais partir beaucoup plus loin. Je voudrais juste savoir, parce que ça j'en suis à peu près sûr, quel est ce beaucoup plus loin? Tu as visiblement 5 ans d'expérience. Au bout de combien de temps tu as eu l'impression d'avoir un niveau à peu près équivalent après cette traversée du désert qui était l'apprentissage des concepts fonctionnels? Les concepts fonctionnels, je les connais pas forcément beaucoup, parce que j'ai pas fait... Enfin, le fonctionnel, je m'y suis vraiment intéressé quand j'ai commencé vraiment à me mettre sur Elixir, donc il y a 1 an et demi, quoi. Donc, et c'était en mode à la maison, quoi, donc c'était pas non plus professionnellement parlant. Et c'est pas parce que je suis arrivé à bout en disant j'ai envie d'apprendre autre chose, en fait. C'est vraiment pas pour ça que j'ai fait le changement. C'est vraiment, parce que je faisais de l'objet, ça se passait très bien, sauf que je me suis rendu compte que la partie mutabilité m'emmerdait vraiment beaucoup, et que c'est ce qui me posait le plus de problèmes pour maintenir mes apps après, en fait. Et ce qui fait que c'est à cette partie-là que j'ai essayé de trouver une solution, en fait. Et c'est là où je me suis rendu compte que le fonctionnel pouvait me proposer des solutions qui me paraissaient intéressantes. Et ensuite, la deuxième chose qui me pousse vraiment à me dire que c'est pas déconnant le fonctionnel et éviter la mutabilité, c'est surtout de se dire que quand même quand on pense à nos processeurs maintenant, si on veut vraiment les utiliser, à un moment on n'a pas trop le choix d'arrêter d'avoir de la mutabilité parce que nos processeurs vont de plus en plus vite, quoi. Donc à un moment il faut qu'on puisse paralléliser, quoi. Et pour faire ça, il n'y a pas trop le choix, quoi. Donc 5 ans de développement impératif par rapport à ce que toi tu préconises pour être capable de faire de la programmation fonctionnelle, c'est... Non, je pense pas, enfin... T'as pas une initiative genre pendant 6 mois, 1 an tu vas galérer et puis après ça ira mieux? Non, je galère encore, hein. Non, mais... non, franchement, je pense pas qu'il y ait... Moi j'ai juste une remarque par rapport aux deux. On a été éduqués dans l'objet. Les futurs étudiants le seront peut-être moins. Donc, il y aura plus de fonctionnels qu'avant. Donc aussi, on va leur apprendre aussi à faire du fonctionnel que nous, on n'a pas forcément appris. Donc ça aussi qui va entrer en jeu, je pense que tu vas avoir un autre genre de gens qui vont arriver sur le marché. Donc potentiellement, le fonctionnel va aussi plus prendre parce que les gens sauront faire. Ouais. Sur la 936 sur le langage de formation. Non, mais... Non, la dernière fois, je parlais avec un mec qui, justement, a appris un peu de son côté. Il y a un mec qui lui apprenait des choses, quoi.
et il a appris que du fonctionnel, il n'avait jamais appris l'objet. Et pour lui, maintenant qu'il découvre l'objet, il est perdu. Enfin, c'est super compliqué comparé à du fonctionnel, donc je pense que c'est vraiment l'intérêt de mentalité. C'est-à-dire les gens qui viennent de l'objet et qui se disent oui, d'accord. Demain, je trouve que... Bah, moi, franchement, j'ai fait un RAZ, quoi. Je me suis dit, je suis débutant, je reprends à zéro, quoi, et j'apprends à coder, quoi. Enfin, moi, je l'ai pris comme ça, en tout cas, parce que je me suis dit que c'était un peu différent, quoi. Ouais, Xavier? Alors, déjà, je pense que si on me pose des questions, on va avoir d'un il y a un MOOC sur le forum qui est vraiment hyper intéressant. Et donc, en fait, pour moi, j'ai fait pas mal de Erlang. Et c'est un langage que j'aime beaucoup parce que c'est le langage qui m'a appris, entre guillemets, la programmation fonctionnelle. Mais un truc qui m'a fasciné dans Erlang, c'est qu'en fait, je trouve que c'est un langage les plus proches de la programmation en objet. Parce que déjà, il y a une primitive qui s'appelle get et set, deux primitives et set, qui permettent de faire de l'absolue mutabilité. Et honnêtement, quand on fait un vrai programmement Erlang, on arrive souvent à s'en servir. Puis les gens vont dire, non, c'est pas vrai. En fait, ils se servent de superviseur, qui se servent à leur pièce de CDGet. Et donc, dans le cadre des applications web, donc Phoenix, ça a de futur. Donc, on a eu un débat extrêmement intéressant sur le Slack qui est fait, c'était vraiment trop cool, où il y avait des gens qui disaient qu'au final, une application web moderne, c'est une application qui tape sur une API, on s'en fout de ce qu'elle envoie, et puis il y a des gens qui disent, mais si on est en Afrique, on a Edge, et qu'on doit décharger 300 KO de N, par exemple, comme dit lui, c'est la merde. Et donc, j'ai une vision par rapport à Phoenix, comment Phoenix réagit par rapport à ça, parce que Phoenix propose cette notion de isomorphisme qui est devenu universel après parce que les gens regardent les listes et ils avaient un terme de merde à la base. Ou alors est-ce qu'on considère qu'il faut taper dans une API et puis désérialiser du JSON? Bah, c'est pas forcément désérialiser du JSON parce que, comme je parlais avec les channels, finalement, au final, tout ce que tu fais, c'est qu'effectivement, tu as ton app qui est loadée une première fois, et ensuite, tu as toujours un truc qui est ouvert, et tout ce que tu balances, c'est juste la data que tu as besoin d'afficher. Tu balances pas tout un JSON, quoi, finalement. Je peux proposer la question, parce qu'à la place de désérialiser du JSON, on peut faire split. Parce que au final, le fait d'avoir un paramètre unique, ça implique quand même d'utiliser des regex. Enfin, le but, c'est des regex. Et l'implémentation Phoenix, c'est comme ça, c'est le gars, il a du split à Congo. Et donc, est-ce qu'à un moment, on représente l'information côté serveur, ou alors on se contente de l'interroger côté client? Je pense que ça dépend de comment les gens utilisent l'app, j'imagine. Enfin, par rapport à Phoenix, parce que nous, tout ce qu'on fait, enfin, nous, clairement, on fait que des API, quoi. Et ensuite, on fait un front de l'autre côté, quoi, qui va taper l'API. Et alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine, pour le coup, et il n'y a pas de problème à cette question, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de se servir de Elixir et Phoenix? Parce que, pour moi, la grande différence qu'il y a entre Phoenix, entre Erlang et Elixir, c'est qu'en fait, Elixir résout des problématiques syntactiques qui existent dans Erlang, mais qui au final n'ont pas posé de problème ou un autre problème. Et est-ce que si c'est juste pour exposer l'API, est-ce que les langages un peu plus moches comme Erlang ou ce qu'il y a là ne peuvent pas faire ça? Ah si, ils peuvent très bien faire l'affaire, je pense. Mais je pense... Pourquoi Phoenix ou pourquoi Elixir? Pourquoi Phoenix? Phoenix parce qu'il te permet d'avoir justement une architecture pour faire cette API qui te donne de la data beaucoup plus facilement, puisqu'il te permet, déjà il t'intègre la partie Ecto parce que tu as souvent besoin d'une DB quand même pour stocker des trucs, parce que... Non, je veux bien, mais Erlang, comme je disais, en fait, le pourquoi, la partie d'Erlang, en fait, ce qui nous intéressait, c'était cette nouvelle syntaxe. Attends, on va revenir sur celui-là. Non, sur celui-là. Pourquoi la partie? C'est surtout parce que, c'est une syntaxe qui est plus facile pour la plupart des devs et qui a beaucoup de l'apprentissage qui est vachement plus simple parce que, en termes de documentation, de bouquins et de tout ça, en fait, c'est vachement plus simple pour apprendre Elixir qu'Erlang. Moi, c'est vraiment pour ça que je suis parti sur Elixir. C'est une logique. Les gens qui implémentaient de l'application de manière normale, et ils avaient tort. Et donc, est-ce qu'au final, c'est pas plus facile d'apprendre à utiliser correctement LGBT plutôt que d'apprendre à utiliser un ARM qui va faire des relations un petit peu algébriques sur des bonnes de données qui sont statiquement vérifiées? Sûrement. Ok. Après, il y a aussi... non, mais sûrement, si tu apprends à utiliser ça, ce serait vachement mieux. Mais il y a aussi le fait que, comme je disais sur la partie, quand tu fais du web, etc., même si, effectivement, tu retournes du JSON, le fait est, c'est que toi, tu es une API, mais tu parles aussi à plein d'autres API derrière, en fait. Et pour cette partie-là, tu as besoin de concurrence. Et ces problèmes-là sont résolus par ça, et n'étaient pas résolus par Ruby et par les autres langages avec lesquels j'ai vu ça. Merci beaucoup. Une question qui est relativement simple. En fait, j'ai parcouru un petit peu la doc d'Elixir, parce que moi, j'essaie de m'intéresser un petit peu tout.
Et j'ai vu que t'avais des vues, c'est de me laisser très. Et en fait, dans Rails 5, ils ont introduit l'API mode, qui permet en fait de faire strapper un nouveau projet en fait pour faire une API et après faire un front JavaScript. Est-ce que tu as la même chose en fait dans Phoenix? Je t'avouerai que j'ai arrêté de suivre ce qui se passait sur Rails. Exactement, avec Phoenix, c'est ce qu'on a fait, on sait démarrer un nouveau projet Phoenix sans toute la couche présentation. C'est ça, c'est possible. Complètement. Et à la différence d'ailleurs de Rails, la notion de vue en Phoenix est beaucoup plus pure, à mon sens, puisqu'on retrouve en fait l'absence de nécessité de faire des présentateurs ou des saloperies comme ça, sur lesquels il n'y a d'ailleurs pas de convention, donc personne n'est d'accord. Phoenix nous impose en termes de vue, et la vue Rails devient un template à proprement parler, qui n'est là que pour représenter la donnée. Donc on n'a aucune logique qui est présente à l'intérieur, et les présenteurs nous servent. Ce sont les vues dans Phoenix. Mais au même titre que Rails API, on a Phoenix en mode API pure. Parce que le terme vue en Rails, il est mauvais, c'est un template en fait. C'est exactement ça. Donc, ouais. Donc, ouais. Disons les mots. Non, mais, donc voilà, donc après on a les templates aussi, quoi. Mais... Oui, non, mais comme en fait j'ai vu que justement Phoenix utilisait Brunch comme asset type. Ouais, tu peux dégager l'asset pipeline, tu peux dégager. Ouais, voilà. C'est d'ailleurs très facile, ça nous est arrivé pas plus tard que cet après-midi de vouloir le faire. On avait commencé un projet Phoenix, j'ai envie de dire batteries included avec tout le bordel. Ouais. On est parti en mode API only, on a débranché, et ça, la vraie problème de la pluggabilité, c'est que quand tu veux prendre ton projet Rails pour le transformer en Rails API, bon courage. Parce que tu as le boilerplate du départ, tu as des milliers de fichiers, et avant de réussir à t'en sortir, ça va être très complexe. Là, j'ai dû modifier peut-être 5 ou 6 fichiers à base de 3-4 lignes par-ci par-là. Et je me suis retrouvé avec une application qui avait diminué entre guillemets de moitié en footprint, parce que j'avais viré toute la partie de vue. Merci déjà. J'ai une question parce que en gros, Erlang, j'ai bien compris que c'est du full base sur les acteurs. Est-ce que Elixir aussi est complètement basé sur les... C'est totalement basé là-dessus. Ouais. Tous tes acteurs, au final, ton logger c'est un acteur, ta console c'est un acteur. Enfin, tu démarres ta console, tu en as 5 qui démarrent en fait, au minimum. Enfin, tout est basé là-dessus. Donc, en fait, Phoenix aussi. Ouais, Phoenix c'est pareil. Ah, parce que moi j'ai une très bonne expérience avec les par acteurs. exemple, le truc dont on parlait juste avant, les channels, où on dit on a un truc En fait, en gros, t'as un channel, ça veut dire que t'as quoi? T'auras au final un process par user, quoi, en fait. T'auras un acteur par user. Ouais. Moi j'ai une très mauvaise expérience avec les acteurs, j'en ai fait via AK qui est le framework acteur de Scala, et j'ai une très mauvaise expérience parce que j'ai implémenté des trucs en AK, et en gros, si tu fais du distribuer les acteurs, c'est cool. Si ton appli elle est sur le même processeur, si tout s'exécute sur le même processeur, en fait je comprends pas l'utilité des acteurs, parce qu'en gros ça devient très vite difficile de comprendre. Alors c'est peut-être dû à la syntaxe de Scala ou de AK, j'en sais rien, et peut-être que c'est vachement plus lisible dans votre syntaxe, mais très vite tu sais plus trop à qui tu fais appel, qui répond quand, à quoi, etc. Donc tu as tout un tas de gens qui parlent ensemble, mais ça devient très vite un débat à l'Assemblée nationale. C'est le boxon, plus personne ne sait qui parle à qui, et en plus le pire c'est que des fois, si tu fais pas gaffe, ton algorithme il est dans cette discussion. Et comme cette discussion elle peut être noyée et tu sais plus trop bien parce que tu as une partie qui est exécutée avec etc. Très vite tu vas arriver à un truc où tu es là, waouh, je sais plus comment ça marche. Et alors, nous, côté Scala, ils essayent de faire un truc qui s'appelle AKType, c'est des acteurs typés. C'est-à-dire que tu peux envoyer des messages à des acteurs que s'ils sont capables d'y répondre, et donc d'ajouter du typage pour essayer de comprendre plus ce qui se passe, pour que le typage te dise, bah non, tu peux pas, que la compilation, ça marche pas si tu fais des conneries avec tes acteurs. Et pour essayer de comprendre ce qui se passe un peu plus. En fait, voilà, moi j'ai du mal, je vois. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est que tu gères jamais quasiment des process par toi-même. Ouais. Tu as une librairie au-dessus qui s'appelle OTP, et dedans, en fait, tu as ce qu'on appelle des gen serveurs, donc des serveurs génériques, en gros. Et en gros, tu travailles que par ça. Donc un gen serveur, qu'est-ce qu'il fait? Il démarre, tu lui donnes un état de base quand il démarre. Et en gros, lui, il peut recevoir des messages. Et en gros, ce qu'on fait généralement, c'est que tu définis des fonctions directement dans ce module qui définit ton gen serveur, et c'est lui qui va faire la chose de dire je te parle avec un PID, un machin, etc. En fait, tu parles jamais directement
c'est jamais toi qui balance directement le PID, quoi, grosso modo. Et ce qui fait que, comme tous tes messages, en fait, tout ce qui prennent, c'est un message. Et en fait, tu as deux méthodes. Tu as un truc qui s'appelle call et cast. Et en fait, le call te dit juste, tu m'envoies un message, je te réponds direct. Donc, c'est dans un autre process parce que, t'as data qui est là, qui va être entre guillemets mutable. T'as une promise qui... T'as pas de promise. T'as pas de promise. C'est vraiment, tu dis, tu lui dis call ça, là, il te donne, t'attends. En fait. Voilà, c'est un autre process. Enfin, c'est un autre process qui tourne ailleurs. Ouais. Mais par contre, t'attends la réponse. Ouais. Et cast, par contre, c'est tu lui dis et tu fais ta merde dans ton. Ouais, mais ça c'est classique. Ça, c'est assez classique. T'as pas de. Nous, on appelle ça tell et ask. Tu vas ask, tu vas attendre la réponse, et la réponse, par contre, ça va être une future. Donc t'as tell, et là tu lui dis, pour le coup, et c'est y a pas... DP, quoi. T'attends pas la réponse. Pour le coup, si tu lui dis ça et que t'as besoin de la réponse tout de suite, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une future pour le coup. Parce que après, tu vas l'utiliser comme une future, et donc ça va rester asynchrone. Ça va pas bloquer, on bloque jamais. Dans le cas, même le mode ask est non bloquant. C'est un tel et qui renvoie une frame. C'est un appel à tel qui renvoie une future. C'est pas bloquant, d'accord, c'est bloquant mais pas bloquant quoi en fait. Parce que le but c'est que ce soit bloquant, c'est ce qui donne la réponse. La réponse pour la mettre dans ta future, et pour que toi, quand la valeur arrive, elle est là et tu peux la gérer comme une future comme je veux. D'accord. Donc toi, tu fais gêne serveur. Ça te spawn un acteur, tu vas lui dire ask ou tel, selon ce que tu veux faire. Et toi, c'est pas tel, c'est non, qu'importe. Ouais, t'as call et cast. Call il dit direct, cast il dit je te répondrai pas vraiment. Au final, les casts, quand t'en fais 4-5 acteurs, si tu veux cast les uns les autres, en gros, essaye de pas faire des trucs trop messi, mais en fait, très vite, ça devient messi. Et d'autant plus pour les gens qui sont pas écrits ton programme et qui viennent lire ton programme. Si t'as besoin de spawn plusieurs choses et d'attendre le résultat à la fin, sur Elixir, tu as des surcharges comme les tasks, qui sont des surcharges au GenServer, en fait, qui ne contiennent pas d'état, qui font juste des actions, finalement. Et tu peux lui dire, voilà, je te génère X tasks, tu me fais ce que tu as à faire, et à la fin, tu m'as juste en disant, j'attends que mes 5 est fini, quoi. Enfin, tu fais tous tes trucs, et quand tu as besoin du résultat, tu dis, donne-moi tes résultats, et là, il te les donnera plus tard, quoi. En tout cas, je suis curieux de voir comment ça marche chez vous. Et voir si... Alors, je sais pas si c'est intéressant. J'avais une réponse sur la question à propos de AK et de bordel. C'est un peu avec AK. Et après, il y a eu une certaine étape de confusion. On a réussi à mettre au point un mode de fonctionnement qui fonctionnait à peu près. C'est finalement essayer de pas faire trop de trucs dans des vecteurs. C'est seulement vraiment quand on est sûr qu'il y a besoin de distribuer, passer par un tel, et sinon on fait appel à des fonctions normales. J'ai beaucoup de tel et peu de ask en fait. Ça simplifie finalement les choses. Faudrait que je fasse appel à mes souvenirs. C'est un peu un truc qu'on me rappelle exactement pourquoi, parce que la fonction implémentée. Et pour finir sur AK, je pense que la réponse moderne à ce problème-là, c'est plutôt AK Streams maintenant. On utilise ça maintenant. Ouais, voilà, il y a une définition de data flow en gros, et à la fin, c'est les acteurs, c'est la cible de déploiement. Ça, je vous parle de discipline, je vous parle de ça. Et ça aussi, c'est un truc c'est quelque chose sur lequel travaille Elixir pour le coup. C'est de dire, en fait, on a un autre truc qui s'appelle des Gen Events, qui existe sur Erlang. Et le Gen Event, en fait, c'est, tu lui dis, voilà, j'ai un topic, entre guillemets, quoi, je peux recevoir des événements, mais je peux les dispatcher sur les mecs qui se sont inscrits à mes channels. Sauf qu'en fait, sur le principe, c'est super bien. Sauf que ça tourne sur le même process. En fait, ton Gen Event et tous les handlers tournent sur le même process, et les handlers ne sont pas appelés de manière asynchrone. Ce qui fait que s'il y en a un qui pète, déjà, il fait péter tout le monde. Et donc en fait, c'était pas top. Et en fait, là, ils sont en train de retravailler là-dessus. C'est un peu le même concept de stream en fait. C'est que tu dis, tu définis toutes les étapes de ton algo, et à la fin, tu dis, vas-y, t'y vas. Et il se démerde pour faire justement tous les trucs en asynchrone par lui-même. Un stream, c'est une liste dans le futur. Des éléments qui vont spawner dans le futur. C'est faux. Et tu en gros, et tu vas dire, tu fais ça, à chaque fois que tu reçois un élément, tu fais ça. À chaque fois que tu as un élément, tu fais ça. Après, je sais pas si c'est forcément une liste. C'est ce que tu veux qui fera des choses dans le futur. C'est Est-ce que quelqu'un a une autre question? Ouais, moi j'ai une vraie question pour vous. Et après, le bonhomme en blanc, il aussi. Tu fais plus d'Elixir aujourd'hui? Et sur quoi tu bosses? Pour l'instant,
Je fais du Elixir, oui, pour c'est 2 API pour le coup, en fait. Une première, c'est grosso modo un truc pour les bagnoles, entre les marques, les modèles, tout le brand, etc., pour récupérer des choses, quoi. Et la deuxième, c'est un service de... Comment expliquer ça? Comment on peut expliquer Un service qui est rentable. Non, mais... Il y a pas besoin de ton startup. je sais pas comment expliquer Boom, en fait. En fait, tu peux ça peut. Vas-y, je te laisse expliquer, et puis... Non, Uber avec autre chose que des bagnoles et des chauffeurs. Mais en gros, on a des grosses problématiques de géolocalisation, de calcul des passings et ce genre de choses. Et concrètement, moi depuis que j'ai touché à Elixir, j'ai plus envie de faire de remis. Et je le dis après ne pas avoir touché à tous les langages un peu hype qu'on a vu passer. Et là où je rejoins Kevin, c'est que moi c'est pas la hypeness qui m'a fait aller vers Elixir. C'est grâce à la hype que certes j'ai découvert qu'il y avait Elixir, parce que sans ça, je l'aurais jamais su. Mais en fait, c'est pas du tout ça qui m'a fait rester. Ça a avant tout répondu à des problématiques qu'on avait. Et moi, je suis pas venu au fonctionnel parce que je m'emmerdais le soir et que j'avais pas assez mal au cerveau. Je suis venu au fonctionnel parce que concrètement, j'avais des problématiques techniques que je savais pas résoudre. Et donc, en fait, fonctionnel, moi, je suis encore très mauvais dedans. Mais Elixir me permet aussi la learning curve de m'y mettre. Et je pense que pour répondre à une partie de ta question, Xavier, quand tu as fait l'Irlande pendant 15 ans, je pense que tu n'as pas besoin d'Elixir. Ok, tant mieux. Mais quand tu n'as pas fait 15 ans d'Irlande, si Elixir n'est pas là, c'est plutôt cool pour apprendre et s'y mettre. Il n'y avait pas de critique. Alors, non, mais ça répond à ta question, justement. Merci beaucoup. Après, il a fait un talk sur Docker, donc c'est la preuve que la hype, il a mis au son anglais. Je te donne mon bleu là-bas, tu as des questions? C'est juste, tu sais, un moment, tu t'as dit que tu t'étais mis au fonctionnel et que tu as fait RSF et tout, genre. Ouais. Comment c'est tout? C'est juste au niveau de genre, quelle documentation tu as utilisée ou quel a été ton chemin en fait pour. Comme je disais, moi, en termes de fonctionnel, je suis toujours aussi mauvais. Hein. c'est que, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu cette partie Erlang et Elixir qui avait l'air intéressante. Et en fait, je me suis dit, au lieu d'essayer de remapper les concepts que j'ai objets pour me dire à quoi ça correspond au fonctionnel, je me suis dit, je vais pas essayer de penser comme ça, je vais essayer de recommencer à zéro en essayant de comprendre ce que c'est à la base. Et j'ai juste acheté les bouquins de base d'Elixir sur le langage par lui-même, sur le système de macro d'Elixir, etc. Et ensuite, maintenant, par la suite, j'ai acheté un bouquin sur Haskell, sur ce genre de choses pour essayer de comprendre un peu plus comment ça marche, plus en profondeur. Mais à la base, mon objectif, c'était pas de dire, je veux être super bon en fonctionnel, c'était je veux faire des applications qui marchent et que les clients peuvent utiliser. Et dans ce cas-là, je me suis dit, je vais acheter un bouquin sur la techno et essayer de comprendre comment la techno marche. Et ensuite, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus en détail de comment ça marche derrière. Est-ce qu'il y a le background un peu théorique de la programmation fonctionnelle qui te gratte un peu? Ah ouais, je suis super intéressé pour en découvrir, mais je trouve ça super compliqué. Du fait de mes études à la base, où j'ai absolument pas du tout vu de fonctionnel à l'école. En fait, j'ai un background qui fait que j'ai pas été dans des écoles supérieures d'informatique. J'ai fait vraiment les bases de l'informatique. Et après, j'ai appris surtout sur le terrain. Donc le fonctionnel, c'est vraiment une grande découverte. Et donc, j'ai pas de prérequis via l'école, on va dire. Donc ce qui fait que... Non, mais ce qui fait que pareil, j'ai pas fait d'études non plus fortement poussées en maths, et il y a pas mal de concepts qui sont assez compliqués à appréhender quand même en fonctionnel, sans avoir fait des études qui sont assez bonnes en maths, quoi. Enfin, à mon avis, quoi. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et d'avoir été aussi attentif. Je trouvais que c'est une première édition vraiment fascinante. Donc là, ce dernier cri vous propose de rester pour boire un verre de l'amitié. Donc vous pouvez rester pour boire un petit verre entre nous. Comme je vous l'ai dit, la bière est gratuite. Je vous remercie beaucoup, mais vraiment énormément d'être resté ici. Alors rapidement, est-ce que quelqu'un a une suggestion pour l'édition suivante? Le premier qui lève la main a raison. Pas toi. Non, vas-y, vas-y. Désolé, elle arrête vite. Alors? Elle arrête vite. Nickel, magnifique. Voilà. Alors, merci beaucoup. Et merci à tous les speakers, parce que vous avez vraiment été géniaux.
fait, il resterait approximativement 9 bières par personne. Donc allons-y. Hein. J'ai un petit mot aussi, je suis fondateur avec ce monsieur-là, et grâce à Cyril. Et Cyril aussi, qui n'est pas là. Et Vincent aussi, qui est vraiment dans la team machin. Merci d'être venu. Il y a plein de niveaux, c'est super intéressant. Il y a des mecs super forts, il y a des mecs qui se la pètent beaucoup. Il y a des hyper prétentieux. Et je pense que c'est tous ensemble qu'on apprend mieux en fait. Donc déjà de vous avoir rencontré c'était cool et qu'on continue et qu'on apprenne tous ensemble, qu'on fasse des workshops, qu'on fasse tout plein de trucs, qu'on se prête la bonne parole parce que il y a une parole, elle est bonne. C'est pas la sienne, quand même. Et voilà, c'est cool, merci. à main levée, s'il y a des gens qui seraient intéressés par un choc qui dure un peu plus longtemps, je sais pas ce qu'ils sont ici, mais on pourrait rencontrer des gens qui sont principalement articulés autour de la recherche, je ne dis pas ça spécialement pour toi, mais pour des professeurs de pôle par exemple, et pour faire des séquences un peu plus longues, où tous les soirs on pourrait se retrouver pour faire des workshops, etc. Même mieux, enfin moi je... Et il y a 2 personnes, c'est cool. Je l'avais déjà proposé sur le MOOC Haskell, sur Edix, fait par Eric Meyer, qui est un mec très intéressant. Pas celui qui fait du HTML, l'autre. Parce qu'il y en a 2, hein. Il y en a 2. Eric Meyer qui joue beaucoup à Pokémon Go d'ailleurs. Mais bon, peu importe. Mais on pourrait très bien le faire sur le MOOC OCaml, parce que quand on est ensemble, c'est plus motivant. C'est des trucs, faut se motiver. Moi, je fais des MOOC sur Scala. En ce moment, il y en a des super sur Coursera, je fais ma publicité. On a besoin de 480 pour faire du Scala. Donc, voilà, c'est super intéressant, on apprend plein de trucs. Mais des fois, c'est tout seul quand on est dur. Quand on est tout seul. Voilà, j'y arrive. Donc, de se regrouper, moi, j'ai fait toutes mes études. J'ai réussi mes études juste parce que j'organise des groupes de travail. Donc, si vous voulez qu'on organise des groupes de travail pour bosser sur les MOOC et pour apprendre ensemble, franchement, ce serait un plaisir. Vraiment. Le soir, plutôt que d'être tout seul, et ben, on se réunit, on prend un petit endroit. Donc, voilà. On dirait inquiet. Et si vous voulez boire de la bière, on est chaud aussi. J'ai un dernier petit truc, une dernière requête. Il y a des chaises blanches et des chaises noires. Les chaises noires, vous les mettez là. Les chaises blanches, on donne de la place pour tout le monde. C'est un peu raciste, mais c'est Et merci à Dame Chris en biotechnologie.